Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre dans votre émission économique hebdomadaire, la Semaine Éco. Des décisions importantes sont en passe d'être prises dans le cadre de la loi de finances de 2016, actuellement en projet au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Au stade de projet encore, mais des décisions qui vont notamment intéresser et concerner l'investissement direct étranger. Aujourd'hui, l'État est conscient que le climat des affaires en Algérie est loin d'être enviable, en tout cas par rapport à nos voisins du Maghreb et du Moyen-Orient. Pourquoi l'investissement direct étranger? Car actuellement, la situation économique est très difficile, marquée par la baisse des prix du baril de pétrole, donc moins de ressources, moins d'argent dans les caisses de l'État. On a besoin d'investissements étrangers, mais encore faut-il que l'État assouplisse, revoie certaines mesures. Alors d'abord, quel est l'enjeu des IDE aujourd'hui, comme je le disais, dans le contexte actuel, et puis aussi et surtout de quelle manière la diaspora entrepreneuriale, c'est-à-dire ces Algériens qui ont des affaires à l'étranger et qui souhaiteraient entreprendre en Algérie, pourraient prendre part dans le contexte actuel d'assouplissement, d'attractivité. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Qassi Aitiala, vous êtes chef d'entreprise tout d'abord. Vous avez plusieurs casquettes, on ne va pas toutes les citer. Vous êtes le président de la CACI France, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie France. Vous êtes membre honoraire du Forum des chefs d'entreprise. Vous avez conçu le premier écran plat à avoir diffusé une image et vous êtes également le premier Algérien à être coté en bourse sur le marché règlement Euronext Paris. À vos côtés, monsieur Alexandre Kateb, vous êtes économiste en chef pour Tel Group, qui est une compagnie spécialisée dans le conseil financier pour des États ou pour des entreprises. Vous enseignez également à l'Institut d'études politiques de Paris. Merci d'être avec nous. Et Omar Barkour, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes d'abord le conseiller en investissement pour Alliance Assurance, qui est une compagnie privée, entre autres, qui travaille dans les assurances. Et vous avez également précédemment travaillé pour les banques UBS et UBS France. Vous êtes actuellement à la CACI et vous occupez des régions sud-est. Merci d'être avec nous. Avant d'entamer le débat qui concerne donc les mesures d'attractivité pour l'investissement direct étranger, voyons d'abord ce qui a été fait ces dernières années en matière d'investissement direct étranger. On parle là d'abord de gros projets d'investissement. Il y en a eu plusieurs, notamment dans le domaine de la mécanique. On voit ce compte rendu, les signer Bouchra Bouali. 10,6 milliards de dollars, c'est le montant des investissements directs étrangers en Algérie, sur une période de 4 ans à compter de 2010. 2010 est justement l'année qui a enregistré le montant le plus élevé, avec un peu plus de 3,5 milliards de dollars, contre près de 1,5 milliard de dollars en 2014, son plus bas niveau. Le flux des IDE est pour ainsi dire faible si l'on se réfère à l'important potentiel économique que recèle le pays, notamment en matière de marché des biens et des services, créneau très porteur. Un flux en recul, en dépit des efforts déployés tous azimuts pour attirer le plus d'investisseurs étrangers possible. À Oran par exemple, l'entreprise turque Tosiali a construit une importante usine métallurgique, tandis que l'entreprise française Renault a construit une usine automobile. De leur côté, Mercedes-Benz et la S1VI, avec l'appui d'un fonds d'investissement émirati, ont lancé des chaînes de montage de véhicules utilitaires et tout-terrain à Ruiba et Tiaret. À Annaba, c'est un autre projet entre Ferrovial et Alstom pour le montage de rames de tramway qui a vu le jour. Un autre important projet, celui de l'usine sidérurgique de Bellara, est passé à la phase de réalisation avec le lancement du chantier de construction. Sans oublier l'usine du groupe pharmaceutique français Sanofi, implantée à Sidi Abdellah, qui produira plus de 100 millions d'unités en 2016. Le flux des investissements directs étrangers devrait pourtant être plus important si l'Algérie veut réaliser son objectif stratégique de diversifier son économie. En effet, en raison d'une conjoncture économique défavorable, marquée par une baisse sensible des recettes pétrolières, le pays a plus que jamais besoin des IDE pour se défaire de sa dépendance aux hydrocarbures. Selon les experts, le flux des IDE en direction de l'Algérie
pourrait sensiblement augmenter à travers l'implantation des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Pour ce faire, il faudra améliorer davantage le climat des affaires de l'économie algérienne et le rendre plus attractif. Donc on a écouté dans ce compte-rendu qui revient sur les gros projets, on va dire, très médiatisés, entre de gros partenariats à gros volume entre des entreprises étrangères et algériennes. Mais il y a également, comme le disait Bouchra Bouali, un potentiel dans l'investissement des petites et moyennes entreprises. À quel point aujourd'hui le contexte actuel, le climat des affaires peut être attractif pour les petites et moyennes entreprises lorsqu'on parle d'IDE? Vous avez posé la question qu'il fallait, quand on a vu un reportage magnifique comme celui-là, il y a des choses au niveau qui ont démarré en Algérie. Je dis démarrer parce que ça sera quelque chose de consistant quand il y aura les petites et les moyennes entreprises de sous-traitance autour de ces mastodontes technologiques. Et c'est pourquoi nous, la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France, existant. Nous sommes une institution, pour une fois, l'Algérie a son institution économique à l'extérieur du pays. Depuis, pour rappel, vous existez depuis... Depuis septembre 2014. Ouais. Donc toute récente. Donc toute récente, et on en a fait un porte-avions au bout d'un an. La Chambre de commerce et de l'industrie en France est présente dans toutes les régions françaises, et on va effectivement dans la proximité. On est présent, et M. Barkouk en face de moi est délégué régional adjoint de la région sud. On est présent partout. On va dans les villages les plus importants. Le patrimoine français, la valeur ajoutée des entreprises françaises, elle est dans la proximité. Vous allez dans une petite commune de 500-600 habitants, il y a une zone d'activité économique où il y a 3-4 entreprises, parfois qui ont un savoir-faire mondial. Donc nous, on va détecter tout ça pour les encourager à venir et accompagner cet élan immense. Parce que les gens qui voient un reportage comme ça croient que c'est de la communication. Non, c'est de la vérité. On ne peut pas venir implanter de l'emploi et puis de la stratégie long terme vers l'export, etc., sans ces grandes initiatives d'implantation de grandes entreprises. Et c'est fait actuellement. Qui attendent justement un réseautage de PME qui graviterait autour. Alors, mais justement, pour prendre le pouls, on sait qu'en Europe actuellement, il y a aussi la crise et que les petites et moyennes entreprises sont les plus fragiles et peut-être les plus vulnérables également. Aujourd'hui, est-ce que des PME à l'étranger, ou notamment issues de la diaspora, sont capables de passer le pas et venir investir en Algérie? Elles sont capables. Quand vous parlez d'IDE, la plupart du temps, on montre les gros contrats, les grosses opérations. Elles sont généralement faites entre multinationales et l'État. C'est l'État qui signe les agréments, les protocoles. Donc Renault s'est fait grâce à l'aide de l'État et l'encouragement de l'État. Mercedes, ce serait pareil. La métallurgie... Après d'âpres négociations qui ont dû durer des années et des années mais aussi. C'est pour bien comprendre pourquoi il y a quelques opérations très médiatiques, mais qui génèrent leur quota d'emploi et de lot d'investissement. Mais c'est vraiment le maillage de PME qui importe, qui génère de la valeur et qui contribue à attirer encore plus les multinationales. Donc, quand on parle d'accord étatique, la confiance, elle est plus facilement établie quand Mercedes ou Renault signent un agrément avec l'État. Mais une PME de Marseille, de Mulhouse ou de Nantes qui voudrait s'installer en Algérie parce qu'il y a un marché, elle prend un risque privé. Il y a un cadre légal qui n'est dans son ensemble qui est satisfaisant. Ce sont ses modalités d'application. Donc le maître mot en matière d'investissement, c'est la confiance. Les gros traitent avec l'État, ils ont confiance. Les petits traitent avec les gros. Non, les petits doivent trouver des partenaires, doivent faire leur propre démarche pour créer une filiale, un joint venture en Algérie. Et là, le risque algérien s'apprécie différemment. Donc, il y a un cadre légal, il y a des subventions, il y a des avantages. Quand on regarde l'ensemble du dispositif qui encourage l'investissement, on n'en a pas à avoir honte
par rapport à d'autres pays. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi ils ne viennent pas malgré ce cadre qui est favorable. Que vous dites être favorable. Bien sûr. Est-ce que le problème ne serait pas justement dans le cadre actuel est plus propice à l'investissement de grosses entreprises d'envergure plutôt que de PME? Est-ce qu'il ne faudrait-il pas que l'État prenne des mesures qui soient empathiques avec des PME? Oui, je crois que, disons, la politique économique en Algérie a ciblé davantage les grandes entreprises pour des raisons historiques, parce que c'est une économie qui a été bâtie à la base avec des grandes entreprises publiques notamment, et le secteur privé était un peu le parent pauvre dans cette économie. Alors depuis une quinzaine d'années, il y a eu des changements. Aujourd'hui, on a un secteur privé dynamique qui a émergé avec des grands acteurs, notamment des grands groupes diversifiés qui ont réussi à construire des belles réalisations dans différents secteurs, que ce soit le BTP, la pharmacie, la logistique, etc. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment d'aller au-delà et de s'attaquer à toute cette population de micro-entreprises et de petites entreprises qui ont besoin qui sont aujourd'hui pour la plupart dans l'informel, parce que les coûts administratifs sont trop élevés pour elles. Et aujourd'hui, il ne faut pas stigmatiser ces entreprises, bien au contraire, il faut les intégrer dans l'économie formelle avec une simplification des procédures fiscales, administratives, etc. Parce qu'on le voit dans beaucoup de pays, d'autres pays de la Méditerranée, que ce soit en Italie, que ce soit en Turquie ou ailleurs, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle fondamental dans la création d'emplois et dans la croissance économique. Est-ce que je posais ma question autrement? Est-ce que l'État algérien ne devrait-il pas accorder un traitement particulier aux PME issues de la diaspora? Puisque vous représentez, vous deux, justement, cette population d'entrepreneurs potentiellement investisseurs. Non. L'État algérien, vous savez, c'est déjà compliqué de réformer une économie, de passer d'une économie structurée à une économie de marché. Donc, si vous allez dans les ministères, dans les associations patronales, etc., les gens sont débordés. Vous ne pouvez pas leur ajouter de la spécificité. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans un schéma général. La diaspora algérienne, elle est acquise. L'effort de communication, il doit être fait aujourd'hui vers plutôt la diaspora, les entrepreneurs étrangers. Nous, on se charge de cette partie diaspora parce que, en général, la diaspora, c'est un élément complexe où il y a différentes natures de gens. Il y a des gens qui sont issus de la diversité, de l'immigration première, troisième, quatrième génération. D'autres sont issus des amis de l'Algérie, les liens avec l'Algérie. Donc c'est une diaspora qui est magnifique, nombreuse. On est plus de 5 millions de personnes d'origine algérienne et amis de l'Algérie qui sont en France. On est plus de 400 000 chefs d'entreprise et hauts cadres en France. Donc ce potentiel-là, c'est à travailler, c'est à fructifier et c'est à diriger vers des investissements rentables et productifs, et pour leur pays d'origine et pour leur pays où ils sont localisés avec leurs enfants. Et puisque vous les représentez justement, c'est un peu plus de 400 000 entrepreneurs diasporés, est-ce que vous travaillez également en concertation avec les pouvoirs publics algériens? Vous avez certainement une idée sur les contraintes que peut rencontrer un chef d'une PME qui viendrait ici en Algérie, qui voudrait investir? Je vais vous juste raconter une anecdote. Moi, dans les années difficiles où il y avait des problèmes en Algérie, j'étais encore un peu jeune, oui, mais pas comme maintenant. Je suis près de la retraite. Je suis dans une politique de transmission plutôt d'investissement. J'avais rencontré une grande dame, Gilberte Beau. Gilberte Beau, c'était la patronne d'Adidas. Elle avait cédé Adidas. Et puis elle s'est installée en Colombie. Et je lui ai dit, Gilberte, parce qu'on a un avocat commun, mon avocat et son avocat sont communs, c'est pour ça que je me suis rapproché d'elle.
Maître Lantour. Donc je lui ai dit, Gilberte, je veux investir en Algérie et apparemment il y a des problèmes, etc. Elle m'a dit, je suis en Colombie. J'ai investi en Colombie et chaque 2 ans, 3 ans, on nous brûle l'usine. Et on recommence et on gagne de l'argent. Et on est toujours en Colombie. Elle dit, vous en plus, c'est votre pays, vous avez de l'affection. Allez, c'est le moment d'aider votre pays. Et c'est là qu'on a construit la première usine à Arzeu, d'électronique, une usine ultra moderne, hein, où il y a eu la visite de plus de 23 ministres pendant la période difficile et que ça a permis à 250 salariés d'en vivre, etc. Mais dire... actuellement, les contraintes actuelles auxquelles font face les opérateurs potentiels en Algérie, sont-ils identifiés et font-ils l'objet de discussions de manière à les améliorer? On sait qu'on en parle souvent, elles sont nombreuses, sont liées notamment aux fonciers. Pour être pragmatique, pour trouver peut-être une solution qui aiderait l'installation ou l'intérêt à l'investissement de la diaspora algérienne en Europe ou en France en particulier, ça serait peut-être la constitution d'un guichet unique. Le guichet unique où on traiterait toutes les formalités administratives à la création d'une entreprise, du lancement d'un projet. On pourrait y avoir le CNRC, la rencontre avec les banques, pouvoir établir ses statuts rapidement sans avoir à faire toutes les démarches longues et difficiles auxquelles sont soumis tous les entrepreneurs algériens locaux. Donc leur éviter... Et c'est plus compliqué pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est qu'ils viennent pour une période bien déterminée et qui n'ont pas le temps d'aller de porte en porte. L'information existe au niveau de différentes administrations qui ne sont pas reliées entre elles. Donc, des pays l'ont fait, ça s'appelle le guichet unique. Vous arrivez, vous avez un projet, vous établissez vos statuts, vous établissez votre carte fiscale, tout se fait au même endroit et vous avez accès aux banquiers pour discuter financement. Donc ça enlève déjà tout l'aspect, toute l'appréhension autour du dédale administratif d'un pays qui connaissent moins que les locaux. Que leur pays de naissance. Parce que la CACI France a fait des propositions dans ce sens. Pour ce qui est du guichet unique. On est en train de décrire ce qu'on est en train de faire sur décision des institutions comme le ministère du Commerce et de l'Industrie. On est en train de monter un guichet unique pour, pas seulement la diaspora, pour tout ce qui concerne la France. Donc, et celui-ci se trouverait à quel niveau? À Paris. Donc, on ne parle pas encore de guichet unique au niveau de l'Algérie. Non, le guichet unique, là aujourd'hui, il y a des institutions en Algérie qui fonctionnent très bien, sincèrement. Est-ce que c'est le manque de visibilité, de communication? De communication, il y a un problème de communication. Il y a pas mal de choses qui se sont faites en Algérie et qui se font encore, mais on ne communique pas dessus. Prenez le cas de l'eau. Le problème de l'eau, il est réglé en Algérie, mais ça a demandé beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Prenez le problème de la justice. Il y a des réformes dans la justice qui ont été faites formidables et ça continue. Prenez le cas de l'autoroute et des routes. Il y a des choses. Le cas du logement. Il y a des choses qui, chaque jour, il y a des logements qui sont distribués, etc. Mais le constat est le même, il y a très peu d'investissement étranger. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est un problème de communication seulement? Oui, il y a un problème de communication déjà, ça c'est vrai, parce que même si l'Algérie a beau être le plus beau pays du monde, comme on le pense tous, mais encore faut-il communiquer là-dessus à l'étranger, et quand on sort de la sphère, disons, déjà francophone, les gens, quand on va à New York, quand on va en Asie, ne connaissent pas l'Algérie, n'arrivent pas à positionner sur une carte. Donc il y a un travail de communication à faire, je crois, qui est engagé aujourd'hui par les différentes instances, par des organismes comme le FCE aussi, ou la CACI, qui joue un rôle pour justement améliorer cette communication, cette promotion. Travailler la carte de visite de l'Algérie, de l'Algérie à l'étranger. Les Marocains. Oui. Chaque année, moi je connais la chambre de commerce franco-marocaine. Chaque année, ils dépensent 50 millions d'euros pour le label Maroc, en communication. Vous pouvez vous rendre compte. Pour le label Maroc. Nous, le label Algérie, aujourd'hui au niveau de la CACI, on l'a positionné dans l'excellence.
Et ça, il faut le reconnaître, notre ambassadeur algérien à Paris, M. Ammar Boudjema, est clair là-dedans. Il a dit, aujourd'hui, le label Algérie ne doit pas être entre les mains de n'importe qui. C'est pour ça que cette institution, la Chambre de commerce algérienne, a au sein d'elle une commission Made in Algeria, qui est dirigée par Séverine, qui a conçu le label Made in France. Elle est présidente de cette commission, parce qu'elle a des... évidemment, la création de la CACI France est toute récente, donc on ne peut pas encore vous demander de chiffres, de résultats par rapport à d'éventuels objectifs que la Chambre s'est assignés. Mais tu peux en parler un peu, non? De ce qu'on a fait depuis le départ. De ce qui a été achevé jusque maintenant. La représentation régionale. On a mis en place l'institution, organisé les régions en France. Vous le dites d'un ton laborieux, ça a été difficile. Mais parce que créer un organisme mixte, international mixte, ce n'est pas évident. On ne sait pas qui doit aider. Est-ce que c'est la France qui doit aider ou c'est l'Algérie? Ça a été assez laborieux à se constituer, mais maintenant c'est lancé. L'institution, elle est connue. L'organisation régionale l'est. On est dans le processus de recrutement des adhérents. On est en train de constituer les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'institution, c'est-à-dire un budget. Et le travail de promotion de cette institution, de son savoir-faire et de ses possibilités est en cours. Donc on n'a pas de réalisation encore de projets concrets. Il y a des projets dans le pipe qui sont en discussion, mais on ne peut pas se prévaloir d'une réalisation dans le domaine de l'investissement concrète. Étant donné l'expérience toute récente de la Chambre. Alors, il y a la Chambre algérienne de commerce et d'industrie algérienne en France, mais il y a aussi, et cette fois pour les gros projets de partenariat, les chambres qui représentent les différents États qui sont donc établis en Algérie. C'est l'exemple de la Chambre algéro-américaine qui, elle, justement, est arrivée hier à créer plutôt une joint-venture algéro-américaine, cette fois dans le domaine agricole, entre le groupe agricole international américain et le groupe algérien, le Chab. C'est dans les filières, le segment semences de la pomme de terre. C'est un projet qui date depuis longtemps. Il a fini par voir le jour. C'est un bon exemple à suivre dans ce reportage réalisé par Saïda Mariouf. Un protocole d'accord vient d'être conclu entre le groupe agricole international américain et le groupe algérien Lecheb pour la création d'une joint venture algéro-américaine dans les domaines allant de l'irrigation vers les semences de pommes de terre ou encore l'élevage bovin pour la production laitière. Une ferme pilote sera ainsi créée prochainement dans la région de l'ouest algérien. Cette JV va porter sur la création d'une ferme pilote intégrée qui aura comme base de travail la production laitière. Dans quelle région? Dans la région ouest. Donc c'est un chevauchement entre ces deux wilayas, Mostaganem et Mascara. Donc c'est des terres qui sont réputées incultes, donc qui n'ont jamais été travaillées. Donc le travail qui consiste d'abord en la mise en valeur de ces terres. Cette mise en valeur par les amendements des terrains, par l'amener des eaux, par l'enrichissement, par un engraissement de sol par des moyens biologiques, donc on n'utilise pas les produits chimiques. Cette société mixte représente pour nous un total engagement dans le domaine de l'expertise, le transfert technologique ainsi que la formation, surtout en ce qui concerne la céréaliculture. Les semences de pommes de terre et la filière lait ne sont pas en reste. Cette JV est le fruit de mémorandums et de visites effectuées de part et d'autre des deux parties. Le partenaire américain, de par son savoir-faire et le transfert technologique, considère cette coopération agricole un élément de taille dans les relations bilatérales entre l'Algérie et les USA. En tant que l'un des grands producteurs agricoles du monde, les États-Unis d'Amérique ont une grande expérience technique à partager. Le climat méditerranéen tempéré de l'Algérie et son sol fertile, avec ses ressources terrestres diversifiées, sont tous des éléments constructeurs contribuant essentiellement à la réussite d'un secteur agricole qui peut alimenter la croissance des revenus et de l'emploi. Nous sommes engagés à travailler avec l'Algérie pour faire progresser nos objectifs communs
qui sont à tendre une plus grande prospérité économique. Le volet formation n'est pas en reste dans cet accord. La partie algérienne s'en félicite. Pour l'Algérie, c'est une grande victoire aujourd'hui, puisque je pense que c'est le premier du genre d'une signature carrément pour la création de la joint venture, c'est-à-dire sous une compagnie de droit algérien, sous les 51-49, où la partie américaine va ramener tout le transfert de technologie et également de l'expertise et des questions de formation pour aller ensemble avec ce groupe privé algérien, dont évidemment tout un système intégré américain. Dans l'optique d'une approche gagnant-gagnant, l'Algérie vise par ce type de partenariat à diversifier son économie, à créer de l'emploi et à booster le secteur agricole. On vient donc de suivre un exemple de création de joint venture en coopération donc avec une compagnie américaine qui travaille dans le domaine agricole. Aujourd'hui, quels sont les secteurs qui ont le plus de potentiel en termes d'IDE en Algérie? Je vais juste commenter un peu parce que nous sommes... Oui, on va y revenir justement. Alexandre Gateb, oui. Non, moi je pense qu'effectivement l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie de transformation agroalimentaire, c'est un des secteurs vraiment à très fort potentiel en Algérie. Pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, il y a un potentiel, disons, agricole qui est considérable et qui est encore sous-exploité, notamment quand on regarde par rapport à nos voisins, très peu mécanisé notamment, que ce soit au Maroc, par exemple, ou au nord de la Méditerranée. Donc, il y a un potentiel encore d'amélioration, compte tenu aussi des réserves hydrauliques et de tout ce qui a été fait ces dernières années en matière de construction de barrages, d'irrigation, etc. Donc, là-dessus, les infrastructures commencent à être au niveau. Maintenant, il faut passer le pas en termes de réalisation. Donc, je pense que c'est un potentiel important, et notamment aussi pour l'export, pas seulement pour la couverture des besoins nationaux, pour alléger la facture des importations, mais aussi pour l'export dans toute la région, de la Méditerranée, du monde arabe, dans le cadre de l'accord arabe de libre-échange, dont fait partie l'Algérie, et puis dans le cadre des relations avec les pays d'Afrique subsaharienne, où là il y a un énorme potentiel de développement. Il y a surtout aujourd'hui un enjeu d'autosuffisance, notamment lorsqu'on parle de production laitière, avant de parler d'exportation. Kassim Etialeb voulait réagir par rapport au reportage qui a été fait. Oui, ça m'a fait plaisir de revoir mon ami Ismaïl Chirkoun, le docteur Ismaïl Chirkoun, qui fait un travail formidable sur les États-Unis et avec des actions concrètes. Et on est compétiteurs. Nous, on est en France, donc on travaille sur la France. Et lui, il est aux États-Unis, il travaille sur les États-Unis. Il y a beaucoup là, actuellement, le FCE a installé pas mal de délégués honoraires un peu dans le monde. Et tous travaillent dans ce même style d'action. Pour vous dire, nous, comme on est du côté français, je peux vous dire qu'en plus de la CACI, il y a un élément principal qui est étatique, c'est le COMEFA, c'est le comité mixte algéro-français, qui chaque 6 mois se réunit. La prochaine rencontre sera en février, mais c'est une rencontre au sommet où le Premier ministre Emmanuel Valls va venir rencontrer notre Premier ministre Sellel pour faire une évaluation sur l'année. Et pour vous dire, de notre côté, nous, en France, on a plus de 500 entreprises françaises qui sont là en France, en Algérie. Qui produisent et qui investissent. Il y a des grandes comme Renault, Lafarge, etc. Mais il y a Quels sont les secteurs qui dominent parmi ces 500 entreprises Aujourd'hui, le COMEFA travaille sur des secteurs structurants. C'est-à-dire, quand on parle de l'industrie automobile, c'est un secteur important autour duquel graviteront pas mal de PME, PMI, donc générant pas mal de choses. Et l'intérêt de l'industrie automobile, c'est qu'on est déjà un marché. Nous, on a un potentiel marché entre 500 et 600 000 véhicules an, mais on est aussi producteur de matières premières. On a le minerai, on a la main-d'œuvre qui n'est pas chère, on a l'électricité, et donc on est un pays potentiel pour l'exportation de ce style de produits vers l'Afrique du Nord ou vers les pays arabes s'ils veulent acheter du Made in Algeria, ce dont j'en doute. Pour nous,
ces sociétés françaises sont de 500. Au Maroc, elles sont de 6800, dans 30 entreprises du CAC 40. Vous savez le travail qu'on a à faire. Ces 500 entreprises ont créé plus de 140 000 emplois directs et indirects en Algérie. Donc voilà les leviers qu'il faut aller chercher aujourd'hui pour réindustrialiser le pays, mais toujours avec un thinking, je parle à l'américaine, de l'exportation. Il ne faut rien faire en Algérie qui ne concerne pas l'exportation. Sans prévoir l'exportation. Parce qu'un pays qui n'exporte pas... En parlant de ce potentiel, de ces 500 entreprises qui sont françaises qui sont installées en Algérie, je rappelle qu'on parle aujourd'hui des réglementations qui vont venir dans le cadre de la loi de finances 2016, qui vont être là justement pour booster l'investissement direct étranger. On va parler de la fiscalité tout d'abord. Est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises récemment dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2015 et celles qui viendront vont être là pour aider ces entreprises à s'installer sur la fiscalité? Le problème de la fiscalité, c'est la charge que ça représente, non seulement en termes d'impôts qui sont payés en volume, mais aussi le coût des procédures, ne serait-ce que pour déclarer et pour payer ces impôts. Donc là, ce qui à mon avis est prioritaire, c'est de simplifier les procédures, et on le voit sur les classements internationaux, l'Algérie reste encore très mal classée, par exemple dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, sur ce thème particulier du paiement des impôts, il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors il faut rappeler, corrigez-moi si je me trompe, l'Algérie est considérée comme un des pays qui connaît le plus de moins de lourdeur sur le plan des volumes fiscaux dans la région du Maghreb, mais ce sont en fait les méthodes, c'est la façon dont la fiscalité est imposée qui pose problème, c'est bien ça. Surtout pour les petites entreprises, et c'est là où on rejoint tout ce qui a été dit auparavant, c'est que pour les petites entreprises, il faut faire un travail particulier pour diminuer le coût et pour simplifier le système. Et au-delà de cette fiscalité, en admettant que l'on est satisfait à toutes les considérations administratives et payer ses impôts, pour un étranger, c'est le rapatriement de son dividende. C'est la chose la plus importante. Et ce n'est pas facile de rapatrier son dividende en Algérie. Et c'est ce processus qui a donné lieu, je ne suis pas en mesure, parce que c'est un sujet très très grave, à la question de la surfacturation. Certains groupes étrangers surfacturent parce qu'ils ne rapatrient pas leurs dividendes. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une des explications à ce phénomène. Parce que tout existe dans le droit algérien. Quand on a payé, on a satisfait à toute la réglementation relative aux investissements étrangers pour pouvoir bénéficier de son dividende et le rapatrier. Les entreprises étrangères qui sont installées en Algérie ont du mal à rapatrier leurs dividendes. Elles ont du mal par rapport à une somme qui est plafonnée, ou bien est-ce que c'est... Non, ce n'est pas plafonné. Il y a un plafonnement puisqu'il y a un certain pourcentage qui est obligatoirement réinvesti en Algérie et non pas à l'étranger. Oui, mais c'est la partie libre. Je parle de la partie libre. Peu importe. Quand vous avez signé, vous savez exactement ce que vous devez réinvestir et ce dont vous disposez librement. C'est la partie qui est disposée. Qu'est-ce qui est difficile justement pour ce qui est de... C'est les autorisations. C'est la gestion des devises. C'est le contrôle d'échange. C'est tout le process qui fait que vos dividendes existent en dinars et vous ne pouvez pas les remonter pour les grands groupes, les remonter au niveau de la maison mère, etc. C'est tout cela. Il n'y a pas de disposition précise, vous voulez dire, pour régler ce problème. Il s'agit du système financier tel qu'il est configuré en Algérie. Tout existe. L'Algérie dispose de tout un arsenal qui est aussi compétitif que la réglementation à l'étranger, c'est son application. Pourquoi, quand vous avez satisfait à tous les prérequis, vous ne pouvez pas rapatrier votre dividende comme vous pouvez le faire dans un autre pays? Est-ce qu'il n'est pas question, par rapport à ce que vient de décrire Amar Bakouk, un économiste disait, de modèle de surprotection par rapport à des événements passés, notamment lorsqu'on se souvient de ce qui était à l'époque Orascom Télécom? Oui, il y a...
chat échaudé. Moi, je pensais avoir un débat avec des gens du terrain, mais là, vous m'avez mis en face des savants. Et c'est vrai qu'Omar est un éminent penseur et spécialiste. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le problème, il ne se situe pas à ce niveau-là. On a expliqué à tout le monde que nous sommes un pays en transition, d'une économie structurée vers une économie de marché. Nous sommes en économie de marché, pas encore, que je ne m'abuse. Pas du tout. Si on entend les politiques algériens, je ne fais que reprendre les politiques algériens. Cher ami, le dividende, c'est opérationnel et pratique. Je ne suis pas dans l'académique. Oui, mais on n'est pas dans un système de copier-coller de ce qui se passe dans un pays développé par rapport à un pays en transition. Il y a des choses, de l'apprentissage. Il y a de la mise en place, des réglementations. Regardez, la prochaine loi sur l'investissement, elle est un peu plus ouverte que la précédente. Donc, je vous ai dit, Alakassi, nous, on veut toujours voir le verre à moitié plein, mais se situer toujours dans l'excellence. Il n'est pas question de descendre dans la médiocrité. Parce que si quelqu'un tombe dans un puits, on peut lui envoyer une corde pour le chercher, mais il ne faut pas descendre avec lui et rester dedans. Vous avez peut-être raison en disant que l'Algérie n'est pas totalement sortie de la période de transition, mais ce qui est sûr, c'est que nos partenaires potentiels, eux, évoluent dans des pays où il y a une économie de marché, et si quelqu'un investit et qu'il ne peut pas récupérer son argent, il ne faut décemment pas lui imposer c'est pas vrai. Donnez-moi des cas concrets. Celui qui a investi en devises en Algérie, que l'argent d'investissement est passé par la Banque centrale et identifié comme quoi c'est de l'investissement en devises, avec un partenariat, soit avant à 100%, soit aujourd'hui dans le cadre du 49-51, et qui génère du profit, donnez-moi des noms de sociétés qui ne peuvent pas transférer leur argent. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Nous sommes aujourd'hui en train de construire... La surfacturation est endémique. Il n'est pas propre à l'Algérie. De manière générale, lorsqu'on a des compagnies, et ce n'est encore une fois pas moi qui le dis, c'est le ministre du Commerce qui l'a déclaré à la chaîne 3, il disait qu'en Algérie, des mesures restrictives dans l'importation notamment étaient justement en raison de plusieurs scénarios de surfacturation d'opérateurs algériens et étrangers aussi. Quelles sont les principales raisons qui font qu'une entreprise surfacture, par exemple? Le problème de la surfacturation, on ne peut pas l'isoler d'autres spécificités, d'autres problèmes. Comme l'a dit le ministre, d'ailleurs, ça ne concerne pas tant les opérateurs étrangers qu'un certain nombre Il a cité les opérateurs algériens notamment. Oui, voilà, qu'un certain nombre d'opérateurs algériens qui à travers ce moyen, procèdent à des évasions de capitaux, on va dire, ou des transferts de devises illicites. Donc ça, oui, c'est un problème. Il faut trouver une solution, mais on ne peut pas non plus stigmatiser les opérateurs qui réalisent des transactions entre l'Algérie et le reste du monde. La plupart du temps, ça correspond à une véritable rationalité économique. Il y a des transferts de biens, de marchandises, etc. Ensuite, ce problème de surfacturation, oui, il faut le traiter, mais il y a des moyens de le traiter à travers une plus grande transparence, à travers un système de traçabilité, je pense, qui va être progressivement mis en place. Mais ce n'est ni un frein, disons, à l'investissement, ni au commerce étranger. C'est un frein. C'est un problème. La surfacturation est un problème. Si le ministre du Commerce a parlé de surfacturation, c'est qu'il a des éléments. Il faut croire les gens qui sont aux affaires. Il a des éléments. Moi, je vous le dis, le constat, il est très simple. Ça fait longtemps, moi, que je ne suis pas venu à Alger. Je suis sorti hier, j'étais acheter du fromage, j'étais dans un hôtel, j'étais dans un restaurant. J'ai demandé les prix des logements. Sincèrement, c'est plus cher qu'à Paris, hein. Où est l'intérêt de produire en Algérie? Il faut que les gens se mettent dans la tête que quand on lance une production en Algérie avec de l'électricité pas chère, avec de la main-d'œuvre moins chère. L'électricité va augmenter en 2016, étant donné que la taxe sur la valeur ajoutée va être appliquée sur l'électricité et le gasoil. Désolé de vous décevoir, monsieur. Mais c'est pas grand-chose, madame, par rapport au prix. Oui, c'est vrai. Madame, allez-y, continuez. Oui. L'électricité pas chère, le diesel 13 centimes d'euros le litre. Qui va augmenter de 7 dinars. La main-d'œuvre, 167 euros, le SMIC. Madame, c'est pas possible qu'avec ces éléments de gestion, on puisse trouver des prix plus chers à Alger qu'à Paris.
En plus, le produit fabriqué en Algérie. C'est ce qu'il voulait dire, le pauvre ministre. Il a dit, c'est pas possible de constater ça. C'est un constat qui est une réaction à un constat. Quand on produit en Algérie, on doit être moins cher. La voiture doit être moins chère, la Renault produite en Algérie, que celle que j'achète à Paris. Elle devrait être moins chère, elle est plus chère que celle qui était à Paris. Non, mais ça veut venir. Alexandre Kader. Le problème de la surfacturation, effectivement, là où je suis d'accord avec monsieur Etiala, c'est que ça peut pénaliser effectivement les producteurs locaux, hein. Dans la mesure où ils sont soumis à une concurrence étrangère et où ce genre de phénomène va masquer la réalité objective des coûts de part et d'autre. Donc il faut traiter ce problème effectivement. Maintenant, c'est lié à toute la loi sur le change, sur la monnaie, qui va évoluer et qu'il faut faire évoluer. Notamment, on a aujourd'hui une grande partie des flux aussi, des transactions dinars contre devises qui sont réalisées dans l'informel. Et c'est ça aussi qui brouille les pistes et qui explique qu'on a d'un côté des surfacturations, mais c'est pas le seul problème. Il y a ce problème des transactions de change dans l'informel. Il y a des plateformes de compensation énormes, non seulement à Alger, mais à l'intérieur du pays où il y a ce genre de transactions. Donc il faut adopter des mécanismes intelligents, effectivement, pour faire rentrer tous ces gens-là dans intégrer l'informel dans le formel. Y compris au niveau des transactions en devises. Lorsqu'on parle d'argent, on parle aussi, on pense aux actions et on pense à l'actionnariat à 49-51%. C'est aussi l'une des thématiques qui reviennent souvent dans l'actualité lorsqu'on parle d'investissement direct étranger. Alors, un assouplissement est prévu pour à partir de l'année 2016. Qu'en pensez-vous? L'assouplissement qui vise donc à ne pas rendre rétroactives les activités qui ont démarré avant 2009. C'est normaliser juste une loi qui a toute sa légitimité. Un pays est souverain. Il peut déterminer la structure du capital des investisseurs étrangers dans son pays. La Chine l'a adopté. La plupart des pays qui ont émergé avaient des mesures de protection du contrôle de leurs entreprises. Et aujourd'hui, compte tenu de la plus ou moins grande rareté du capital dans le monde, un capitaliste à qui on réserverait une place de 49% et le contrôle de l'entreprise parce qu'il a le know-how, il a le savoir-faire. Et j'ai des exemples que l'on peut citer en Algérie. AXA, qui s'est installé, a cherché à avoir 100% du capital. Pendant 2 ans, ils ont ferraillé avec le gouvernement algérien qui n'a pas cédé et qui les a obligés à s'installer, ils voulaient s'installer en Algérie, mais en tout cas à accepter la structuration du capital. L'État algérien a fait valoir le droit, en fait. Oui, il leur a dit, je ne fais pas de dérogation. Je ne fais pas de dérogation, mais il leur a mis comme actionnaire 2 institutions qui aident plutôt AXA, la BEA avec son réseau, le FNI qui est plutôt un sleeping partner. Qui est le Fonds national d'investissement. Tout à fait, le Fonds national d'investissement qui est là, qui participe au conseil d'administration mais qui n'est pas assureur. Donc AXA est en train d'établir une franchise en Algérie avec un capital réduit. Bien sûr qu'il aurait voulu opérer à 100% parce que c'est une franchise importante, mais à 49%, il contrôle l'entreprise. Et le jour où l'Algérie aura envie de le nationaliser, il retirera son nom et ils n'auront plus qu'un réseau sans nom. Donc, c'est plutôt bien pour AXA de démarrer avec 49% et le support est fait par les Algériens. L'effort financier est fait par les Algériens. Donc, ce n'est pas un obstacle. Dans plusieurs domaines, celui qui amène le savoir-faire, c'est beaucoup plus important que la détention majoritaire du capital. Aujourd'hui, on parlait du contexte économique actuel, de baisse des revenus de la fiscalité pétrolière. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que l'Algérie est toujours capable financièrement, par le biais, puisque plusieurs opérations ont fait intervenir le Fonds national d'investissement, de soutenir un taux d'actionnariat aussi important? Oui, justement par rapport à ce problème, c'est une bénédiction pour l'entreprise Algérie. Il faut qu'aujourd'hui... Vous parlez de la mesure 49 ? Non, je parle de la baisse. C'est très important qu'aujourd'hui les Algériens se mettent dans la tête
que cette baisse, c'est une baisse orchestrée. Elle est orchestrée par les États-Unis, qui ont donné une possibilité de croissance à l'Europe, qui est leur principal client, en baissant les prix des hydrocarbures, en augmentant le dollar, mais c'est quelque chose d'éphémère. Mais nous, si on parle de l'Algérie, nous sommes un pays qui se respecte. Nous avons un potentiel énergétique qui nous sert de recettes pétrolières. Notre problème aujourd'hui par rapport à ce problème, c'est que si on se met en relatif par rapport aux années où on était en cessation de paiement, où le chiffre d'affaires de l'Algérie dans les recettes pétrolières ne dépassait pas les 30 milliards d'euros, on est 1000 fois mieux. Pendant la période dure, et on s'est relevé. Comment aujourd'hui, avec une baisse qui n'est pas logique du pétrole? Parce que quand on sait dire qu'elle est temporelle. Oui, non, parce que quand on sait que le schiste aux États-Unis, le coût de revient d'extraction du schiste, il est à $75, et quand on sait le coût de revient de l'extraction du pétrole en Arabie Saoudite, il est à $5, et en Algérie, il est à moins de $15. C'est pas normal que ce prix soit situé aux alentours de 45, madame. Donc, anyway, l'Algérien, il est habitué. Pour se projeter hors hydrocarbures, justement, pour se projeter en dehors des recettes potentielles qu'elles augmentent ou qu'elles baissent, aujourd'hui, est-ce que nous avons les ressources on peut compenser pour assumer l'actionnariat majoritaire pour On peut déjà compenser par aller mobiliser ce qu'on a. Il faut inciter les hommes d'affaires et les gens qui ont des affaires dans le monde hors Algérie de rentrer avec des mesures fiscales intéressantes vers le pays pour produire ici. L'Égypte a fait la même chose. Oui. Et ça a marché. L'immigration, madame. L'immigration aujourd'hui participe au niveau des recettes nationales à 2 milliards d'euros par an. Vous savez, les Marocains, combien ils rentrent d'argent? Ils rentrent 9,7 milliards d'euros. Ils sont moins que nous en France. Ils sont plus nombreux? Non. En 2015, France, ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux que nous, madame. Nous sommes une diaspora de 5 millions d'origine algérienne. C'est encore mieux. Oui. Nous, 2 milliards. Les Marocains, 9,7 milliards d'euros. Pourquoi? C'est normal. Ils ont des incitations, ils ont des privilèges. Quand un immigré marocain rentre avec sa voiture l'été, il rentre avec ce qu'il veut. Il a l'accès à la propriété avec les devises. Il a l'accès, les avantages d'un immigré. Un immigré est respecté. Un immigré est respecté au Maroc et en Tunisie. En parlant et en restant en Algérie, je vous pose la question à vous aussi, Alexandre Kateb, est-ce que l'actionnariat 49-51% est soutenable au regard du contexte économique actuel en Algérie? L'actionnariat, la loi des 49-51 a été prise dans un contexte particulier, on ne reviendra pas dessus. Finalement, son effet a été plutôt bénéfique puisqu'il a encouragé un certain nombre de partenariats, disons, stratégiques entre des sociétés algériennes et des sociétés étrangères. Et ces sociétés étrangères ne seraient peut-être pas venues en Algérie si cette loi n'avait pas existé. Parce que il faut quand même un partenaire local solide financièrement pour aller, disons, pour se développer sur ce marché. Maintenant, aujourd'hui, il y a probablement une évolution à envisager vers le sens d'un assouplissement de cette loi des 49-51, notamment pour les activités qui ne sont pas stratégiques, notamment pour les PME, disons, qui ne présentent pas un intérêt souverain évident pour l'État, et où les investissements sont plutôt les bienvenus. Mais en dehors de ça, ce qui compte pour moi, c'est aussi de développer un marché des capitaux national, un marché financier national, qui permet justement, dans le cadre de cette loi des 49-51, de financer le 51, la partie algérienne, et c'est peut-être là qu'on peut encore réaliser des progrès, qui ont un potentiel important au niveau de la bourse, qui devrait être redynamisé, au niveau des fonds de capital investissement, justement avec l'apport d'investisseurs de la diaspora, par exemple, qui
peuvent rentrer et participer à ces fonds de capital investissement. Donc il y a beaucoup de solutions qui peuvent être imaginées, pallier à la situation. y compris... voilà. Il ne reste que quelques minutes et on ne terminera pas l'émission qui, donc, je le rappelle, parle des réglementations pour booster l'investissement direct étranger, de la mesure dite de préemption. Elle a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps et hier, le Premier ministre a parlé au nom du président de la République et disait que l'État algérien ne reviendrait pas sur le droit à la préemption, ne reviendrait sur aucun droit, donc il n'y aurait pas assouplissement tel que annoncé dans le cadre du projet de loi de finances 2016. Un commentaire. Le droit de préemption est souverain, comme la règle est 51-49. C'est le champ d'application. On fait valoir son droit de préemption sur quoi ? Et quel est le délai de réponse ? Un État, une collectivité locale, a le droit de préempter une maison qui serait à vendre parce qu'elle est sur le projet de construction d'une autoroute et la collectivité locale. Ce qu'on appelle en Algérie l'expropriation. Oui, mais c'est de la préemption. Donc une activité industrielle, une activité économique particulière peut être considérée comme stratégique ou indispensable à la survie du pays, si on peut le dire de cette manière. Et l'État peut dire je suis l'acheteur de dernière instance. La seule question, c'est comment on applique le droit de préemption vis-à-vis du vendeur. Le vendeur doit recevoir son prix et l'acheteur initial ne peut qu'accepter la loi qui est en vigueur dans le pays. Donc la préemption n'est pas quelque chose, on ne va pas la faire pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle activité, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais l'État... Elle est actionnée lorsqu'il s'agit de biens stratégiques appartenant à l'État. Mais oui, une activité stratégique, un bien stratégique, tous les pays ont la possibilité de le faire. Donc pourquoi l'Algérie se priverait de ce droit ? Il a bien été question pourtant d'assouplir ce droit de préemption et ça a été dit dans le sens d'inciter ou d'attirer l'investissement direct étranger. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'un certain nombre d'entreprises étrangères ont bénéficié d'aides de l'État algérien très conséquentes quand elles se sont installées en Algérie. Et c'est pour ne pas qu'il y ait d'abus de ces aides et ces subventions, pour qu'il n'y ait pas d'opération spéculative, que ce genre de dispositif a été mis en place. Donc il est pleinement justifié que l'État cherche à récupérer un retour sur investissement économique et social dans le cadre de projets d'investissement de ce type. Maintenant, c'est pas quelque chose... Et protéger également les travailleurs, puisqu'on parle aussi d'entreprises qui pourraient être en passe de vendre et de partir. Mais c'est pas quelque chose qui est général et qui va s'appliquer à un petit investissement qui va être réalisé dans le cadre d'un bureau d'études ou une petite société de transformation agroalimentaire. Voilà, je crois qu'il faut faire la part des choses. Est-ce qu'il peut être perçu comme étant un signal négatif lorsqu'on parle d'investissement de grosses entreprises, un signal négatif pour l'investissement direct étranger en Algérie? Madame, concernant le droit de préemption, c'est quelque chose, comme l'a dit mon ami Omar, ouvrez un dictionnaire et vous voyez ce que c'est un droit de préemption. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut vendre quelque chose, en France, quand on veut vendre un bien, il est soumis au droit de préemption de l'État. Si l'État vient et dit « moi j'ai besoin de cet endroit pour faire quelque chose », il le prend. Mais il met le même prix que le prix de vente. C'est no comment. Sincèrement... Lorsqu'il s'agit d'entreprises, c'est la même chose. D'entreprises qui investissent. Mais c'est la même chose. Elle a les avantages de l'État algérien, des facilités. Le temps que j'ouvre le dictionnaire, le temps que j'ouvre le dictionnaire et que je vois la définition, répondez à la question. Donc, est-ce que ça peut être un indicateur positif, négatif pour l'investissement étranger? Si je vous ai dit, no comment. Il faut l'expliquer. Sincèrement. C'est comme le 49-51. Comment voulez-vous qu'on donne à l'investisseur les avantages et après, sur le dos de l'État, l'investisseur fait de la plus-value sans en informer les gens qui lui ont donné l'avantage? En Chine, ça existe, en Europe, ça existe partout. Et ça, ce n'est pas un problème de notre côté pour les investisseurs qui viennent de la France. Ils ont intégré tout ça. L'Algérie, c'est un Eldorado pour l'Occident.
Investir en Algérie. On attend qu'ils viennent. Un dernier mot, Hamad Bakbo. Par exemple, prenons l'exemple d'une transaction qui se ferait en bourse. Et je peux reprendre la plupart des lois ou des réglementations qui ont été prises par l'Algérie et qui sont conformes à l'intérêt et que n'importe quel autre pays les aurait prises, c'est la manière dont on les applique. Reprenons l'exemple du bloc NCA en bourse. C'est une transaction dans un marché réglementé. Donc, il y a tout un formalisme pour pouvoir vendre un bloc d'actions. Donc, il faut le déclarer, il faut l'afficher, etc. Donc, l'État aurait pu aller mettre un bid, ça s'appelle un bid, une offre dans le marché. Vous avez un prix, il se met là, en face, et il prend le bloc. Ce n'est même pas de la préemption. C'est son droit à aller offrir un prix meilleur que celui qui allait se faire. Donc, voilà. Et ça se fait dans les transactions privées, ce qu'on appelle les transactions privées quand une entreprise n'est pas cotée en bourse. Donc il peut aller dire, ben, vous le vendez à 100, ben, moi je l'achète à 105 et c'est mon droit. Voilà. Amadou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir mis un point d'honneur à expliquer exactement en quoi consiste ce fameux droit de préemption. Je rappelle que vous êtes... alors, il faut que je recherche vos titres. Je rappelle que vous êtes membre de la CACI France pour la région Sud-Est et que vous êtes conseiller en investissement pour Alliance Assurance. Merci d'avoir été là. Alessandre Kateb, économiste en chef pour TL Group et enseignant à l'Institut de sciences politiques à Paris. Et Rassem Rassi Aïtiala, président de la CACI France. Merci à vous d'avoir été parmi nous et d'avoir discuté les prochaines décisions en faveur de l'investissement direct étranger. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Il sera question d'entrepreneuriat et d'actualité toujours sur l'actualité économique nationale. Très bonne soirée à tous, à mardi prochain. Merci.